roi. Bonjour à tous et bienvenue dans le Fou du Roi. Avec nous ce matin, nous accueillons Trinidad, Charlotte Bouteloup, Albert Algou et Alexis Trégaro. Salut. Au menu de l'émission, nous recevrons tout à l'heure Claire Mazeron qui publie Autopsie d'un mammouth. L'éducation nationale respire-t-elle encore, publié chez Jean-Claude Goswitz. Nous entendrons le groupe Dum Dum et la chanteuse Indy Zara. Dans quelques instants, la chronique de Daniel Morin ici présent. Bonjour Daniel. Bravo. J'ai pas dit bravo, j'ai dit bonjour. Ah pardon, désolé. Nous disons bravo après, quand c'est bon. À 12h05, nous retrouvons Didier Porte et la chronique anglaise de David Lowe. Et saluons notre pianiste Richard Lornac. Bonjour. Et oui, vous le connaissez, il est accompagné, Thierry Luron autrefois. Le grand avantage de faire le mort de son vivant, c'est de pouvoir jouir des hommages qui vous sont rendus en obligeant même ceux qui auraient hésité à dire du bien de vous à chanter vos louanges. Avec son humour décapant, son sens infaillible de la formule, il rejoint donc de son vivant ses illustres devanciers Alphonse Allais ou Jules Renard au rang des maîtres du bel esprit français. On comprend du reste qu'il soit arrivé au ciel, le 7e, dit-on, après 50 ans de carrière à faire rire ses contemporains qui le plébiscitent, comme en témoigne son score samedi soir en prime sur France 2 avec plus de 6 millions de téléspectateurs. Il publie chez Flammarion Je suis mort et alors, avec nous ce matin, Philippe Bouvard. Bonjour. Cher Philippe, on ne se quitte plus pour ma plus grande joie, mais le mot mort n'a pas visiblement effrayé vos contemporains. Alors c'est ma grande surprise, et une surprise plutôt agréable, c'est que le mot mort n'ait pas été dissuasif dans une société judéo-chrétienne qui a tendance à occulter tout ce qui concerne le trépas. Et il y a beaucoup de gens pour suivre mon convoi, et je m'en réjouis. Alors une surprise connexe, c'est que dans les classements du box-office que vous et moi nous consultons assez goulûment chaque semaine, le livre était rangé non pas parmi les romans mais parmi les témoignages. Il faut dire que c'en est un quand même, parce que au-delà de cet artifice de récit, vous racontez beaucoup de choses sur votre vie passée. C'est une façon de raconter pas mal d'anecdotes sur votre vie et sur votre regard. Et ça m'est arrivé, mais comme beaucoup de gens, je crois, de rêver de mon enterrement. Je me suis toujours demandé quel sens ça avait. Est-ce que c'est la forme la plus aboutie du narcissisme? Vous, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'utiliser cet artifice de récit? Alors, en fait, j'aurais voulu uniquement évoquer la vie quotidienne d'un mort. Et pour un vivant, c'était un assez gros travail. Mais j'ai constaté que, privé de certains agréments de l'existence, c'était un peu répétitif. Alors, je me suis dit, bon, j'ai prévu dans mon cercueil un petit périscope qui me permet d'entendre et de voir ce qui se passe, mais dans un très proche environnement. J'ai prévu le dictaphone sur lequel j'enregistrais ce journal de bord qui sera à la fin de l'année, selon nos accords, récupéré par mon éditeur et qui vous vaut d'avoir le bouquin entre les mains. Mais j'ai pas prévu la télévision et je m'ennuie un peu parce que dans l'éternité, les soirées sont plutôt longues. Alors, je vais me repasser le film de ma vie. Et naturellement, les épisodes les plus marquants, les plus drôles et parfois les plus indiscrets. Et puis il y a la veuve Michard, vous vous embêtez pas, parce qu'il y a la veuve Michard qui vient rendre visite à son mari tous les jours, votre voisin de tombe. Alors, elle poursuit avec son défunt époux un dialogue qu'elle avait commencé il y a beaucoup d'années. Arrête de me couper la parole. Oui, et qui se poursuit d'ailleurs de la même façon, à savoir que c'est elle qui parle et le mari qu'on n'entend pas. Albert, vous avez... Ah, ça m'a beaucoup amusé. Vous dites à un moment, peut-être faudrait-il créer une chaîne de télé pour les défunts. Oui. Mais il y a Vivolta qui existe déjà. Non, c'est pour ceux qui sont au bord de la... Vous parlez du portable aussi. Méfiez-vous, parce que l'homme a des grandes oreilles. Je sais. Je les connais bien. Et d'ailleurs, il fait comme vous, il sort bientôt un livre, Philippe Gildas. Absolument. Alors, non, mais il y a des formules...
très retrouve drôle, le des style. formules Moi, je très trouve qu'on drôles. retrouve le style de Philippe Bouvard parce qu'il y a des formules pour vous raconter pour qu'un enterrement soit réputé réussi. Et il y a surtout cette phrase que je trouve merveilleuse. À un enterrement, plus il y a de vivants qui se retrouvent et moins ils pensent aux morts. Oui. Et c'est vrai. Il ne faut pas dépasser 50, vous dites. Oui. Non, ce qui m'irrite un petit peu, par anticipation, mais j'imagine que ça va se vérifier, c'est que, bon, tous ces gens qui sont là, et j'aimerais qu'il n'y ait pas trop de monde. Hein. Bon, vous, Stéphane, d'accord, quelques amis sûrs. Vous avez fait la liste, non? mais vraiment, il ne faut pas que ça tourne à la réunion mondaine. Et pourtant, je sais, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, les gens vont penser à leurs petites affaires, ils vont regarder leur montre, ils vont s'apercevoir que c'est l'heure du déjeuner, et pour la première fois, ils vont partir sans moi. Et alors, il y en a qui vous ont piqué de bonnes idées. Par exemple, Léon Zitrone, il avait pensé à enregistrer un message, son dernier, qu'il a diffusé lors de sa mort. Quelle brillante idée. Oui. Bon, Léon ne sait rien, aucun soin à personne concernant tout ce qu'on pouvait dire de lui. Il avait raison d'ailleurs. Et il avait fait, moi j'ai assisté à cet enterrement, il avait fait un petit message d'adieu qui était particulièrement, à la fois drôle et poignant, quoi. Hein. Mais ce qui est marrant, c'est que ce livre est la preuve que vous avez surtout cru au message chrétien qui est qu'il y a une vie après la mort. Oui, alors là, je pondère. Hein. Je remercie de la vie que j'ai eue tous les matins un bon Dieu auquel je désespère de ne pas croire. Mais me basant sur des travaux scientifiques récents, et qui sont d'ailleurs intervenus après la parution du livre, il semble qu'il y ait une hypothèse selon laquelle il y aurait non pas une survie de l'âme, car c'est un mot que les scientifiques n'emploient pas, mais une possibilité de survie d'une activité cérébrale qui d'ailleurs ne remplirait pas tout le temps. Il y aurait des éclairs de lucidité cérébrale. C'est comme Castaldi alors. On attend le premier éclair. Mais d'ailleurs, vous Ça dites n'a rien à voir avec le silex, hein, je le précise. Mes morts, vos morts, vous voulez pas les déranger parce que vous vous dites, je veux même pas avoir de pensée pour eux parce que j'ai peur de les déranger là où ils sont. Je dis que si mon hypothèse se vérifie et que les morts sont sensibles à ce qu'on dit d'eux, ils doivent penser à leurs propres affaires, ils doivent eux aussi avoir cette vie intérieure et hélas très renfermée que je me prête. Est-ce que quand je pense à eux, quand j'évoque leur mémoire, est-ce que je ne les trouble pas? Est-ce que je dis encore quelqu'un qui parle de moi? Alors, je ne sais pas s'il va parler de vous. En tout cas, ce qu'il fait le mieux, c'est de parler de lui-même et de sa vie sentimentale. Je vous propose de retrouver maintenant Daniel Morin. Et nous sommes mardi 19 janvier 2010. Bravo Stéphane. Parce et que le 19 janvier, c'est la Saint-Marius. Alors les Marius sont tous Marseillais. C'est une obligation. Bien sûr, il y a quelques rebelles installés et cachés à Toulon, mais ils sont activement recherchés par les autorités. Élevés aux olives et aux pastis, les Marius sont de solides gaillards qui parlent fort pour engueuler les supporters du PSG et éventuellement les cogner. Voilà, il était important de faire un point exhaustif sur ce prénom plein de soleil et d'aïoli. Et aujourd'hui, à notre invité fan de gaudriole, à nos auditrices, aux délicieuses guiboles, et à notre public venu de toute la France, à pied et en carriole, je dis bonjour. Bonjour. Monsieur Bouvard, quel thème étonnant que celui que vous racontez dans votre livre, évoquer sa propre mort. Et c'est drôle, car moi aussi je suis mort une fois. Enfin, ce n'était qu'un rêve, bien sûr, mais l'expérience fut pleine d'enseignements et d'émotions. Surtout quand j'ai vu ce qui se passait à mes propres funérailles. C'était l'été, je me baignais dans la baie d'Acapulco, au nord du Japon. Alors, c'était pas Pékin Express non plus, hein. J'étais avec deux filles sublimes qui poussaient des petits cris de mangouste à la vue de mes muscles scintillants sous la lune. Quand il est arrivé, un grand squale de 20 mètres. Dans un premier temps, je lui ai jeté une fille pour faire diversion. Et alors que je plongeais dans les abysses à la recherche d'une grosse pierre pour lui attacher autour du cou et le noyer, son père est arrivé. 60 mètres de long, des dents aussi longues que celles de Xavier Bertrand.
Il m'a croqué comme un mon chéri cerise chocolat. Et mes funérailles, elles furent grandioses. Les 83 autocars nécessaires à emmener mes ex qui souhaitaient me rendre un dernier hommage étaient garés de façon à former mes initiales pour que depuis le ciel, l'hélicoptère de CNN puisse mesurer l'ampleur de l'événement. Benoît XVI était là pour dire la messe. Dans la foule, on pouvait voir des gens s'immolés par les larmes. Oh non. Parmi les innombrables VIP, Obama, Kadhafi, Ben Laden, Frédéric Lefebvre et Émile Louis étaient inconsolables. Les seuls à voir le sourire étaient ce couple fraîchement marié qui sortait en public pour la première fois, Vincent Payon et Arlette Chabot. Nicolas Sarkozy discrètement donnait des ordres au téléphone pour que 9 ans de deuil national soient décrétés. Et enfin, juste avant que mon cercueil en ivoire et en or, recouvert d'un drapeau à mon effigie, soit mis en terre, Stéphane vint pour faire un discours. Il avait mis son pantalon en vison et la cagoule en cuir que je lui avais offert pour son anniversaire. En pleurs, il s'est approché du micro. Incapable de prononcer un mot, il s'écroula dans les bras de Benoît XVI. Pour le détendre, le très Saint-Père lui montra des photos de sa collection de cagoules à lui. Finalement, fidèle parmi les fidèles, c'est mon confesseur de toujours, le Père Albert, qui prononça quelques mots. Adieu, Daniel. Oui, adieu, génie moderne dans le talent radiophonique. N'avait d'égal que le galbe parfait de ton fessier divin. Tu avais, dans ta grande mansuétude érotique et ta libido samaritaine, tu avais redonné espoir à pléthore de misérables petites souillons au physique difficile et souvent poilus comme des guenons. Malgré les bains, les ablutions que je t'ai données à de nombreuses reprises en frottant ton corps d'albâtre et de braise contre le mien préalablement savonné, tu n'as jamais succombé au supplice de Tantale, sous au-dessus mon corps de boc possédé par le stupre et la débauche. Tu as préféré l'amour des femmes, petit saligo, petite boule de vis, mais je ne t'en veux pas. Dommage, j'aurais pu être pour toi une ménagère de plus de 50 ans absolument formidable, une compagne fidèle. Requiescat in pace, Daniel. Repose en paix et prie pour mon âme tourmentée. Amen. Oh, c'était beau. À mon réveil, j'étais presque déçu de ne pas être vraiment mort. Bon, passons à présent, si vous le voulez bien, à l'actualité froide et sans état d'âme. Une actualité qui a frappé de plein fouet Stéphane. Quoi, ça encore? Moi, je me demandais pourquoi, depuis quelques jours, il n'était plus le même. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne parlait presque plus et traînait comme une espèce de misère le long des couloirs froids de Radio France. Eh bien, hier, j'ai tout compris. Figurez-vous, amis auditeurs, cher public, que votre animateur préféré, notre guide à tous, est inconsolable. Ce chagrin est dû à la mort d'un symbole. Otto nous a dit adieu il y a quelques jours. Otto, c'était le doyen des chiens. Le pire est à venir, c'était un teckel. Otto allait avoir 21 ans, ce qui en humain équivaut à 147 ans. Mais ça, Stéphane, il ne le voyait pas. Pour lui, c'était encore jeune. En matière d'âge, Stéphane a des tolérances. Je vous rappelle qu'il vit avec Mireille Mathieu. Stéphane avait bien connu Otto, ce noble teckel issu de l'aristocratie anglaise. Il l'avait interviewé à l'époque de Saga, et les deux créatures à poil dur s'étaient liées d'amitié. Quand Otto venait en France, il résidait chez Stéphane. Stéphane qui lui avait acheté son petit plaid en hermine et une babalgue au caviar. C'était un choc pour le patron. Ce matin, je l'ai vu, le pauvre. Il était accroupi dans un coin, il tenait dans ses mains une photo de Otto, et il pleurait à chaudes larmes en chantant. Je ne rêve plus, je ne me drogue plus, je ne bois que du Ricard. Je suis sale sans toi, je sens le putois, je ne mange plus que de la crème dépilatoire. Otto, tu es parti, je n'ai plus de vie, tu ne feras plus waf waf le soir. Plus de petits pipis au pied de mon lit, ni de bave dans mon peignoir. Tu n'es plus là, je suis malade. Il est malade, Stéphane. T'aurais pu tenir 3 ans peinard. 150 ans, c'est l'âge de Philippe Bouvard. Je suis malade. Il a bobo, fafane. Otto, j'ai bouffé ta baba.
Daniel Morin. Non, je veux bien être fou des chiens, mais pas débile non plus. Hein. Nous recevons maintenant Félix, Gilles, Vincent et Régis du groupe Dum Dum. Réunis autour de l'auteur-interprète Félix J, ce groupe rassemble des musiciens aussi divers que Vincent Artaud, Régis Secarelli, Gilles Coronado. Ils ont sorti hier un nouvel album intitulé Le Professeur Félix, un disque énervé, ça veut dire que ça fait du bruit, drôle et bizarre, qui renoue avec une veine de critique sociale rock disparue en France depuis un moment. Ils seront en concert demain soir au 3 Baudets à Paris, et La tête ailleurs, c'est le titre qu'ils viennent nous interpréter ce matin dans le Fou du Roi. Voici Dum Dum. Je devais avoir la tête ailleurs quand le stade s'est levé, le ballon dans les filets. Je ne m'en souviens pas de cette seconde-là. Je devais avoir la tête ailleurs, j'ai pas vu le pays descendu dans la rue. Pas vu, pas su, aperçu. J'ai pas vu arriver la bulle de chewing-gum quand elle m'a éclaté sur le nez tout à l'heure. Je devais avoir la tête ailleurs quand un avion se crache. Un seul avion sur 10 millions. Je devais avoir la tête à regarder ailleurs quand les images ont montré qu'on pouvait gagner du temps et de l'argent en jouant au loto. Je devais penser, je sais plus à quoi, quand le quart d'heure américain est enfin arrivé il y a 2 heures. Je devais avoir la tête ailleurs quand il faut voter pour le participant qui a le mieux chanté. Je devais être en train d'écouter Chopin. Je devais avoir la tête ailleurs quand un avion se crache. Un seul avion sur 10 millions. Je devais avoir la tête ailleurs parce que j'ai pas pris le plan de la city. Quand le vent a soufflé, les fleurs en pot sont tombées des balcons sur mes pieds. Je devais regarder un livreur de pizza, une fille en scooter qui passait par là. Je devais pas avoir la tête à ça. Je devais avoir la tête ailleurs quand un avion se crache. Un seul avion sur 10 millions. Je devais avoir la tête ailleurs quand un avion se crache. Un seul avion sur 10 millions. Je devais avoir des circonstances aggravées, des questions qui ne veulent pas gagner des millions. 10 millions. Merci beaucoup. Merci au groupe Dum Dum. On les retrouve en deuxième heure en compagnie de Richard Lornac. Nous sommes toujours avec Philippe Bouvard pour son nouveau livre, le 53e ou 54e, je ne sais plus. 53e. 53e. Je suis mort et alors, chez Flammarion. Alors justement, je me suis demandé au fond s'il y a toujours des nécros quand on disparaît. Ah, c'est une, une pré-nécrologie. C'est une pré-nécrologie. Et vous allez un roman d'anticipation qui aide parfois, parce que c'est vrai que c'est toujours un stagiaire. Quand ça arrive le dimanche soir, il y a toujours un stagiaire de la rédaction qui s'y colle, vous le dites. Et on lui
apprend que vous êtes mort et en même temps, il découvre que vous étiez né. Hein. Mais il y a des nécros préparés à l'avance. Oui, alors, vous le dites d'ailleurs, une nécro troussée à la diable par le stagiaire de la rédaction d'un quotidien. Il mélange les enfants et les livres, les petits-enfants et les émissions. À l'entendre, dites-vous, mon passage sur Terre se résume à quelques gaudrioles. Oui, il n'a pas totalement tort. Hein. Mais oui, moi, c'est ça qui m'a frappé dans votre livre. Ça m'a même parfois un peu désespéré. Il y a des passages, enfin, avec la vie que vous avez eue, où vous confessez une sorte de vie émotionnelle presque indigente. Vous dites, j'ai beau chercher, je ne me trouve aucune référence, pas de chanson fredonnée, aucun film vu 100 fois, nul bouquin paru au-delà du 19e siècle érigé en Bible, pas plus d'idéologie que de détestation majeure. Des grands esprits que j'ai croisés, je n'ai rien retenu d'essentiel et de profond, seulement des anecdotes. Aucun parti ne m'a recruté, aucune mode ne m'a séduit, aucune grande cause ne m'a mobilisé. J'ai vécu tout mon temps hors du temps, sans joie ni peine. Oui, alors il y a une explication qui est peut-être une excuse. C'est que tout a été trop vite. Il y a eu trop de choses, il y a eu trop de gens. Et j'ai été obligé de me livrer à un exercice de salubrité mentale qui consistait tous les soirs, quand je me couchais, à oublier ce qui s'était passé dans la journée pour rester disponible le lendemain. Vous vidiez le disque dur au fur et à mesure. Ah oui, et du coup, j'ai détruit mes souvenirs au fur et à mesure qui s'accumulaient. Quant au fait de ne pas prendre parti, bon, j'ai voulu rester neutre, puisque je le dis dans le livre, et c'est peut-être l'épitaphe que j'aurais aimé qu'on inscrive, plutôt que celle à laquelle j'avais pensé, et il y est passé comme les autres. Je m'étais choisi à l'âge de mon entrée dans le journalisme, c'est-à-dire à 20 ans, comme devise, ni dupe ni complice. Alors, quand on n'est pas dupe, quand on n'est pas complice, on est à l'écart, on est un témoin, on présente... Mais vous aviez des émotions, vous n'êtes pas un blasé quand même. J'avais pas le temps d'avoir des émotions. Est-ce que vous croyez que Stéphane, il a le temps d'avoir des émotions? Malheureusement, j'en ai, Mais oui. vous avez quand même des mots tendres, en particulier pour Marguerite, qui était une péripatéticienne, oui. Et vous deviez vous faire appeler du prénom de Rodolphe. C'est une assez jolie histoire, alors, vous avez beaucoup de tendresse pour ce personnage. Oui, alors j'avais une énorme reconnaissance parce qu'elle m'avait fait quelque chose que les autres ne faisaient pas, c'est-à-dire elle m'avait fait crédit. Ça, c'est une info. Et ensuite, mais elle avait subordonné l'octroi gracieux de ses faveurs à une petite tricherie, c'est-à-dire je devais répondre au nom de Rodolphe parce que Rodolphe était le nom du premier homme qu'elle avait aimé et qui d'ailleurs l'avait mis sur le trottoir. Mais la boucle était bouclée. Pour compléter la discussion précédente sur vos émotions, pareil, peu d'amour dans votre livre, mais beaucoup de sexe en revanche. Oui, il y a toujours dans une vie d'homme plus de sexe que d'amour. Non, regardez Daniel Morin, c'est le contraire. Non, mais vous avez été un cavaleur, peut-être l'êtes-vous encore, j'en sais rien, mais hallucinant. Vous dites j'ai eu une vie sexuelle aussi longue que la vie tout court. Et on a par le menu énormément de détails. Donc déjà, quelle forme olympique. Et vous dites ne jamais avoir pris de Viagra en tous les cas. Donc respect. Non, pas encore. Pas depuis ce matin. Mais il n'en était pas super fier, puisqu'un peu plus loin, il dit « Je courais derrière mon sexe, parfois épouvanté quand je le rattrapais, par son défaut de discernement, par son manque de goût, parfois honteux, souvent dégoûté, jusqu'à la prochaine fois. » Il y en a deux. C'est-à-dire jusqu'au lendemain ou au soir même. Alors, vous aviez quand même un goût très prononcé. Vous dites des brunes, des blondes, mais jamais de rousses. Alors pourquoi? Je sais pas. Elle court plus vite. Non, elles ont un goût différent. Albert se souviendra qu'au Moyen-Âge, les rousses étaient censées posséder du démon. Hein. Non, vous dites un goût Alors, un peu si acide. les démons les possèdent, moi, je ne veux pas les posséder derrière le Va des rétro-roucmoutes. Ce qui est marrant, c'est que finalement, tout ce qui est du registre un peu soit du souvenir, soit du romantisme, soit de l'émotion, soit de l'amour, c'est plutôt votre jeunesse. C'est dans ces périodes-là que vous êtes un petit peu comme ça. Vous citez un amour de jeunesse, Andromaque, que vous allez retrouver une fois mort, puisqu'elle est dans la tombe d'à côté. Oui. Et on a l'impression, elle, en revanche, cette femme, vous l'avez aimée par contre. Oui, j'ai surtout aimé celles qui n'ont pas voulu. C'est-à-dire, j'en ai aimé beaucoup au départ. Le succès rend sexy. Non, il y avait le romantisme de la jeunesse. Par la suite, tout s'est passé très
très vite et dans ma vie privée, tout s'est précipité comme tout se précipitait dans ma vie professionnelle. Mais ça n'empêche pas les grandes amours, ça n'empêche pas des souvenirs plus romantiques. Simplement, je les ai gardés, ceux-là, pour moi, provisoirement. Mais vous étiez culotté, vous avez commencé à la maison dès le plus jeune âge. Attendez, quand je faisais ça, j'étais pas culotté du tout. Avec la bonne à tout faire. Sous la table. Oui, la bonne à tout faire, Sous la vous étiez au table. lycée. Parce qu'à l'époque, il y avait pas encore de législation qui réprimait le harcèlement sexuel sur les lieux de travail par personne ayant autorité. Il y en a, ça les empêche pas maintenant, hein, je peux le dire. Non, et puis des trucs, la mère et la fille, ensemble. Attendez, des jumelles, autostoppeuses, des jumelles. Des jumelles. Oui, non mais Mais attendez. jamais d'échangisme. Vous Avec êtes l'étui, trop les jumelles, égoïste. évidemment. Je ne parle pas du tout. Non, je parle de ce qui m'a laissé un souvenir, je dirais à la fois sexuel et humoristique. Et les deux peuvent aller de pair, au moins avec C'est le le cas de le recul. dire pour les jumelles. Une chose, Philippe, vous posez. Vous avez quand même une façon de parler des femmes qui est pas terrible, Philippe Bouvard. Hein. Ça fait un peu gros beauf quand même. Écoutez, j'en parle franchement. Si les gens de la génération auquel vous appartenez et qui se drapent dans un romantisme qui d'ailleurs fait un peu vieillot, un peu kitsch, étaient plus francs, ils confesseraient pour moi comme moi, que ils n'ont pas été des modèles de vertu, que la femme a été souvent une partenaire sexuelle, et que d'ailleurs la parité n'a rien arrangé, qui fait que le sentiment est devenu parfois un peu tricard. Non, mais on peut être un cavaleur et parler des femmes avec gourmandise. Bah oui. Oui, mais attendez. Et pas de dédain. Attendez, je suis avant Non, il n'y a pas tout. de dédain. Je crois pas qu'il y ait de dédain. Non, je suis un humoriste. Donc, je regarde dans tous les actes de la vie, y compris les actes sexuels, ce qu'il y a de drôle. Alors, sur le moment, je rigole pas parce que c'est une chose sérieuse. Ça va mais pas ensemble. Après, dès que je suis descendu du lit, l'humour reprend ses droits sur la Vous êtes Presque en pour train de nous descendre dire du qu'il lit. n'y a pas d'homme fidèle. Pardon? Vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas d'homme fidèle. Non, il n'y a pas d'homme fidèle. Demandez-vous où est votre mari à cette heure-là, Charles. Il y a des fatigués ou des impuissants. Votre compagne la plus fidèle, vous le dites, cette phrase, elle est vraiment belle. La mort aura été ma compagne la plus fidèle, puisque bien que l'ayant détestée, j'ai fini ma vie dans ses bras. C'est pour Oui. ces phrases-là qu'il est génial, le bouquin aussi. Oui, bah, de temps en temps, il faut s'offrir une petite formule pour se faire pardonner que on n'a pas rendu aux femmes tous les hommages auxquels elles avaient droit. Cela dit, je suis un féministe convaincu. La preuve, c'est que je me vis entouré de femmes, que je travaille de préférence avec des femmes, que je leur reconnais des qualités de finesse dont, en dehors de Stéphane Bern, les hommes sont totalement Donc Amanda dépourvus. Lear, c'est une femme ou pas? Et l'autre, au fond, la question qui se posait, vous la posez, page 89. Ai-je réussi ma vie? C'est vrai? Me suis-je fait aimer de mon vivant, demandez-vous? Me regrette-t-on après ma mort? Qu'ai-je laissé? Est-ce que vous posez cette question? Oui. Ai-je réussi ma vie? Oui, oui, tout le temps. Mais bon, dans la mesure où aujourd'hui vous me l'avez posé, je ne la me poserai pas parce que ça ferait doublon. Alors, qu'ai-je fait de ma vie? Ben, le bilan. Mais le bilan, il est ceux de nous tous. J'aurais fait des enfants. Planter des arbres. J'aurais bâti des maisons, j'aurais planté des arbres, donc je laisse quelque chose après moi. Mais il n'y a pas de postérité pour ce qu'on a fait professionnellement, si ce n'est, et on le voit avec les amis qui disparaissent depuis quelques années, qu'on a des images pour la première fois. C'est-à-dire que les morts revivent le soir de leur disparition. Et alors, c'est d'ailleurs assez poignant et à la limite du désagréable quand on voit un grand comique qui vient de disparaître, eh ben on vous le montre en train de faire rigoler des salles entières. Et ça n'est pas exactement l'hommage que je souhaiterais. Alors, on va laisser des images qu'on repassera au moins le soir de la disparition, parce que le lendemain... il y en aura un autre qui aura disparu. Je vous propose de retrouver maintenant Trinidad. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Enfin, vous êtes là. Jamais une femme n'a été aussi heureuse de vous voir. Je vous rassure, ce n'est pas sexuel, je suis rousse. C'est
C'est excédentaire. Parce qu'à chaque fois que vous êtes invité dans cette émission avec moi comme chroniqueuse, les techniciens font grève. Du coup, j'ai 2 chroniques sur les bras, une d'il y a 4 ans et l'autre d'il y a 1 mois. J'ai cru qu'une malédiction s'abattait sur nous, Philippe. Je t'ai cherché partout dans cette maison ronde. Je voulais te revoir avant que t'ailles dans ta tombe. Te lire mes papiers avant que tu trépasses. Mais je ne sais pas pourquoi un truc nous porte la poisse. J'en étais à faire des blagues des grosses têtes au réveillon pour essayer de refourguer mes vannes. De Monsieur Glace de Montcornet dans l'Aisne. De Monsieur Nebo de Morlaix. Pourtant, Philippe, on se connaît depuis 20 ans. Il y a 20 ans, quand j'étais belle et fraîche comme un cul de phoque sur la banquise. Ouais. J'étais hôtesse d'accueil sur les grosses têtes. J'ai amené à boire à tous vos invités. Jacques Martin, Jean-Yann, Sim. Bon, ils sont tous morts, mais je vous jure, j'y suis pour rien. Il y a 12 ou 13 ans, quand vous aviez Bobino, vous m'avez mis le pied à l'étrier, comme dit ma copine blonde. Il aurait mieux fait de te mettre la main aux fesses, au moins tu serais plus connu. Mais vous avez dû vendre Bobino, trop cher. Votre banquier vous disait... Je sais bien que tu l'adores, Bobino, Bobino, mais tu payes trop d'adieu, Bobino, Bobino. Les comiques, ça te ruine, Bobino, Bobino. Vends plutôt de la bibine. Alors pourquoi la vie ne voulait-elle pas qu'on se rencontre? Ce matin, jusqu'au dernier moment, j'ai eu peur. En arrivant, je suis allé directement parler aux techniciens. Les gars, je comprends vos revendications. Nous sommes le dernier bastion de la gauche, mais si vous avez une autre grève prévue dans la semaine, est-ce que vous pouvez la faire sur Valérie Pécresse? Ça m'arrange. Ils m'ont répondu, mais si ça se trouve, Papy Bouvard, il a aussi passé l'arme à gauche, vu la nouba qu'il a fait samedi soir avec Stéphane Bern pour fêter ses 50 ans de métier. Oh, c'est vrai, ça, mais comment on fait? On n'a jamais eu un invité mort. On a eu bourrés, en retard, des qui sont pas venus, des vieux plus très frais, des liftés, des pas bavards, ce qui à la radio est toujours pratique. Mais des morts, jamais. Ça va être gai. Il est mort. Il est mort, le Bouvard. Depuis, il médite. Il est mort, Philippe. L'humour et la mort, c'est pareil. Quand c'est l'heure du grand sommeil. Bon, en même temps, comme dit Julien Courbet, un vieil animateur qui meurt, c'est un boulot qui se libère. Depuis 1 mois, pour me rassurer, notre jeune assistant Godéric ne cessait de me dire « T'inquiète pas, on va le faire revenir. » Dis, quand reviendra Philippe? Dis, c'est que moi je flippe. Rocher, Seguin, Romer, ça fait 3 que l'on perd. En à peine 3 semaines, faudrait se manier la couenne. Et puis commence à m'arder un peu avec Godéric en vous attendant, on parlait de choses et d'autres, et je lui ai demandé, dis-moi, on n'a jamais parlé de ton prénom bizarre, mais c'est de quelle origine, Godéric? Il m'a dit, c'est scandinave, ça veut dire buvard en suédois. Oh, j'ai eu un flash. J'ai vu ses cheveux, une flèche aussi. J'ai vu ses cheveux bouclés comme les vôtres, sa taille comme la vôtre. On est allé faire un test ADN. Oui, Philippe. La Scandinave que vous êtes tapé, page 194 de votre livre, Godéric est votre petit-fils, alléluia. Oh, c'est beau. Mais c'est un de plus sur l'héritage. Et à mon avis, avec tout ce que vous avez tiré dans votre vie, on va plus vous déterrer avec mon temps pour savoir qui a droit du pognon. J'aime aller avec le petit Bouvard, me faire tester, me tester l'ADN. Être papa, c'est jamais trop tard. Où il y avait du plaisir, j'ai dû laisser mes gènes. En tout cas, vous êtes enfant là, mort mais vivant. Nous ne savons pas si devant nous, nous avons le vrai Philippe Bouvard ou une apparition comme la Vierge de Lourdes. Peut-être que tout à l'heure, il va s'allumer comme un sapin d'une aura divine et vous transformer, vous, public du 106, un peu décrépit, en petit chanteur à la croix de bois. Que la paix soit sur le monde. Oh, ta gueule. J'étais heureuse de vous faire ma chronique du 22 décembre, mais le souci, c'est qu'en la relisant, comme c'était à 2 jours de Noël, j'avais fait plein d'allusions. Du style, bonjour, ce matin, nous recevons le sapin en cercueil. Je peux plus la faire. Ma copine blonde, qui se sentait l'âme bouvardienne, m'avait dit, attends, les hommes, c'est comme les sapins, il y a toujours un moment où on cherche l'épine. Je peux plus la faire. La chanson du Père Noël, victime de la grippa. Dans son manteau rouge et pistache, sur un traîneau emporté par des vaches, vu que les rennes sont tous morts de la grippe, à Noël t'auras de la solution hydroalcoolique. Je peux plus la faire. Au piano, on avait remplacé Richard Lornac par la femme de ménage, pour qui retoucher un piano était un vrai cadeau de Noël. La pauvre, elle voulait être pianiste. À 8 ans, elle avait laissé 2 doigts dans le mixeur, le pouce à l'index, on voulait récupérer une dent de lait. Donc quand elle joue, il manque le do, le ré et le fa, faut compléter à chaque fois. Ben, on peut plus le faire. Elle a toujours pas de doigts, mais on la laisse plus jouer, c'est plus Noël. Du coup, j'ai ressorti la chronique de 2005 pour 1001 pensées. Je commençais par... Je lisais l'autre jour le livre d'un psychiatre américain qui expliquait que, selon lui, l'un des principaux problèmes de notre société, voire le seul, était de penser de manière simpliste ou de ne pas penser du tout. Et voilà que j'apprends que Philippe Bouvard nous vient avec 1001 pensées. Je me dis, chouette, le monde est sauvé. En même temps, je m'interroge, est-ce que les pensées de Philippe Bouvard sont des bonnes pensées ou des pensées simplistes? Seulement voilà, qui suis-je pour juger la pensée de Bouvard? En tout cas, avec le recul, je pense que les gars ont eu raison de faire grève. Quoi qu'il en soit, mon petit Philippe, et dans petit, ne voyez qu'une marque d'affection, vous pensez que vous êtes mort. Ça va pas de penser des choses pareilles. Pourquoi voulez-vous mourir à 80 ans alors qu'aujourd'hui on peut vivre centenaire? Je comprends qu'on commence à se sentir proche de la mort quand le vide se fait autour de soi. C'est sûr que des premières grosses têtes, il reste plus que des crânes.
Mais vous n'avez rien à craindre, vous avez passé votre vie à vous marrer entre les grosses têtes et le théâtre de Bouvard. Et le rire conserve. En plus, vous avez une façon de vous marrer particulière qui ne peut que vous être bénéfique. C'est pas très radiophonique, mais c'est salutaire. Vous riez en secouant le haut du corps comme ça. Et ben ça, c'est bien, ça masse les organes. Comme dit le proverbe chinois, Tanamakaya Ahamodkaya. Qui rit en secouant les organes vivra plus vieux qu'un platane. Et puis vous n'envisagez même pas la réincarnation. Vous allez peut-être revenir en nain de jardin, en chanteur de rock, en animateur de téléachat. Vous qui adoriez faire des saillies sur les femmes, peut-être en jument pour voir ce que ça fait. Pensez aussi au recyclage. On peut aussi vous transformer en diamant. Voyez ma bague ? C'est Philippe Seguin. Devenir une pierre au doigt d'un des humoristes du théâtre de Bouvard. N'est-ce pas une belle façon de passer à la postérité ? Je vois d'ici l'épitaphe. Si la France rit aujourd'hui, c'est grâce à vos humoristes d'il y a 30 ans. Philippe Bouvard, vous êtes un homme d'humour. Alors avant de partir, pour l'au-delà, faisons de l'humour avant de nous dire adieu. Faisons de l'humour, nous vivrons encore plus vieux. Faisons de l'humour, ça conserve mieux que le botox. T'as l'air d'un gosse quand tu te marres. La mort prend du retard. Merci Trinidad qui présente son spectacle le 21 janvier au Casino Théâtre au Locle, le 31 janvier à la salle Le Grand Foyer de Capendu, le 6 février au Théâtre 140 à Bruxelles et son nouveau spectacle Miroir le 29 janvier à 20h30 à l'espace Ronnie Cooter de Grenay. Philippe, oui. Elle a raison quand tu dis quand tu te marres comme un gosse, il y a quelque chose qui brille dans vos yeux qui n'a pas 80 ans, c'est vrai ça? Oui, alors c'est vrai que quand je ris, on dirait un sac de noix. Mais c'est parce que tout mon être participe, parce qu'il y a une véritable allégresse. Je crois que pour moi, le rire est un état orgasmique. Voilà. C'est pour ça que, bon, Mais le vôtre n'est pas sonore. Oui, non. Et alors, en plus, quand on vous enterre d'une aussi belle façon, en parlant et en chantant de surcroît, j'avais pas envisagé qu'on chante à mon enterrement, mais depuis que j'ai entendu Trinidad, je me dis... Il faudrait peut-être un petit couplet musical. Ouais. On va passer à la musique, mais juste, vous avez fait votre testament quand même ou pas? Alors, j'ai fait, non pas un testament... Tu veux savoir si t'es dessus, Stéphane? Non. Parce que... Il y aurait du monde. J'étais superstitieux, je voulais pas faire de testament. Remarquez, j'ai fait un livre qui va plus loin que le testament. Non, j'ai fait un conseil à des jeunes gens qui sont tentés par le miroir aux alouettes de la télévision. Et je l'ai fait à la manière de Rudyard Kipling. Vous vous souvenez, tu seras un homme, mon fils. Et si vous voulez, je vais vous le dire. Ah, volontiers. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de plusieurs décennies par l'audimat d'une soirée ratée et perdre d'un seul coup toute ta popularité, si tu peux parler sans rien avoir à dire, expliquer aux autres ce que tu ne comprends, ayant envie de pleurer, feindre le fou rire, reconnaître tes erreurs davantage que tes enfants, si tu peux rester simple en étant populaire, si tu n'es pas bouffon en fréquentant les rois, si tu peux apprécier ceux qui font mieux que toi et considérer le téléspectateur comme un frère, si tu as un jugement sur toi-même que n'influencent les sots ni les puissants, si tu vois défiler les présidents de chaîne sans briguer le statut de courtisan, si tu conserves le même tour de tête qu'au temps où on demandait ton nom, si quand il t'arrive de faire la fête, tu exiges de régler ton addition, si tu es capable d'embrasser un teckel en dehors des émissions spécialisées, de ne pas maltraiter ta langue maternelle plus que tu le ferais d'un chat abandonné, si tu possèdes assez de matière grise pour ne pas acheter tes concepts aux Anglais, et assez d'honnêteté pour ne pas voler la mise d'un auteur qui t'a soumis son projet, si tu as suffisamment de grandeur d'âme pour ne pas réclamer d'autre honneur que celui de présenter ton programme sur une bonne chaîne à une bonne heure, si tu ne violes pas la syntaxe, si tu recherches le mot approprié, si tu payes tes impôts et les taxes sans que les juges t'en aient prié, si tu sais t'accommoder d'un timing, rendre l'antenne à l'heure prévue,
et reconnaître l'influence de Kipling au lieu d'évoquer les haïkus, tu seras un homme de télévision, mon fils. Bravo. Philippe Bouvard. On retrouve Philippe dans un instant, mais nous recevons maintenant la chanteuse Indy Zara. Marocaine installée en France, cette jeune artiste a déjà commencé à faire parler d'elle grâce à un mélange personnel et envoûtant de soul, de blues et de folk. Elle a séduit le prestigieux label Blue Note, pour lequel elle a enregistré un premier album intitulé Homemade, un disque qu'elle a produit, réalisé et arrangé de bout en bout. Elle sera en concert le 15 février à La Cigale, à Paris. Et elle vient nous interpréter en compagnie de Thomas Naïm, ce matin, dans Le Fou du Roi, une chanson qui s'intitule Beautiful Tango, un tango magnifique. Je vous propose, je traduis maintenant quand je parle anglais, hein. Indy Zara. Bravo. Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, oh, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the word, come to the world, and baby, let me show you thanks. 'Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. 'Cause we've got time, yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, oh, just wanna take your hand. 'Cause how sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? So come to the place where the skin speaks secret words in Spanish, where the night turns out the lights of day, for us to show some courage. So don't go if you wanna know, don't go if you don't know, don't go if you wanna know, don't go, don't go, don't go. Beautiful stranger, take me by the hand, make me dance all night. I wanna take the chance, 'cause I love the way you move and the way you put your hands on my hips. I'm moving while you take it slow, makes me feel like I'm on the river flow. 'Cause we've got time, and yes, we've got time. Oh, beautiful stranger, I wanna lose my mind. Beautiful stranger, in the danger of your arms. Oh, beautiful stranger, I wanna lose myself. Beautiful stranger, in the danger of your arms. Yeah. Oh, yeah, yeah. You got me tripping on you, baby. Got me tripping on you, baby, baby, baby. Tripping on you, baby. Got me tripping on you, baby, baby,
You got me tripping on you, baby, baby. Merci beaucoup. Hymne d'Isara et merci à Thomas Naïm. Je vous rappelle le titre de son premier album Handmade, sorti hier. Elle sera en concert le 27 janvier à Angers, le 4 février à Nantes, le 5 février à Auxerre, le 6 à Aubenas, le 12 février à Amiens, le 13 à Laval, le 15 à la Cigale à Paris. Toutes les dates sont sur son site www.indie-zara.com ou sur le site du Fou du Roi sur franceinter.com. Nous sommes toujours avec Philippe Bouvard pour Je suis mort et alors chez Flammarion. Je suis pas à l'heure par contre. Et nous accueillons maintenant Claire Mazeron pour son livre Autopsie du mammouth. L'éducation nationale respire-t-elle encore, chez Jean-Claude Goswitz. Bonjour Claire Mazeron. Alors, au fond, le constat est assez sévère et je crois qu'il est partagé par le plus grand nombre. C'est vrai que depuis quelques années, le métier de prof n'attire plus grand monde. Hein, et pour cause. Alors, je le vois d'autant plus que donc je suis membre de jury de concours de recrutement. Oui. Et c'est vrai que on est obligé quand même de recruter un certain nombre de candidats qu'on n'aimerait pas forcément voir devant nos enfants. Ah oui, vraiment? À ce point-là, oui. Mais ça, c'est un effet. Et il y a des causes bien à ce sûr. problème. Parce que sinon, on va mettre haro sur les malheureux candidats Bien qui, sûr. même parfois incultes, n'y sont pour rien. Ah, les candidats n'y sont pour rien, mais le système y est pour beaucoup. Oui, voilà. Ça, parce que je suis capétien, moi. Donc, oui, enfin, capétien au sens du CAPES, évidemment. C'est difficile de hiérarchiser tous les problèmes auxquels un prof... Pas au sens où vous l'entendez, vous. C'est difficile de hiérarchiser tous les problèmes auxquels un prof est confronté, mais il y en a un quand même qui semble assez évident, et qui a beaucoup évolué, c'est le rapport entre l'élève et le prof. Tout à fait. Sincèrement, je sais même pas encore comment vous faites aujourd'hui, enfin, dans certains collèges pour enseigner. Vaguement, vous décrivez une heure de cours, vous dites cahier d'appel en main, vous vous réjouissez silencieusement de l'absence apparente d'Attila, ça ne s'invente pas, caïd patenté de la classe, qui ne s'abaisserait pas à tondre la pelouse de l'établissement, mais la distribue en revanche généreusement autour de lui. Vous ne rallumerez pas la guerre avec Naïma, décidée à arracher les feuilles de son clateur de maths pour griffonner votre cours, ni avec Kevin qui a quitté ses mitaines, mais dont les oreilles disparaissent dans les tréfonds de l'écharpe bleue de son club de foot fétiche, et ça continue comme ça, et en fait vous ne faites pas cours, c'est un bordel innommable. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que sur une heure de cours, alors attention, je parle des établissements les plus difficiles, mais enfin ça se généralise aussi. Et c'est vrai que sur une heure de cours, il n'est pas rare de faire une demi-heure de discipline. Et ce qui est terrible, c'est que les profs, et notamment les jeunes profs, les profs débutants, les néo-titulaires, il y a un bizutage en fait, comme les élèves. C'est-à-dire qu'au début, ils sont affectés. Vous parlez d'une prof qui est sur la Côte d'Azur, et là on lui dit, tu vas aller dans un lycée chaud. Et c'est terrible, la fille s'effondre, mais elle n'a pas d'autre choix. C'est parce que c'est ça, s'ils craquent, c'est parce qu'on les met, on place les plus jeunes, donc ceux qui sont encore fragiles, dans les zones les plus difficiles. C'est le système qui fait que c'est ceux que j'appelle les vieux de la vieille, émigrent très vite vers des contrées plus douces, par un système de barème qui fait que justement, lorsqu'on sort tout juste de l'UFM, du concours, on est prié d'aller enseigner là où personne ne veut aller. Mais ça fait 40 ans que ça existe. Ça fait 40 ans que ça existe, mais dans la mesure où la situation des ZEP s'est très dégradée ces dernières années, ça devient de plus en plus intolérable. Et on a de plus en plus de démissions de jeunes profs. Est-ce qu'il serait utopique de définir une carte scolaire, non pas sur la géographie ou les autres critères, mais sur l'envie et la capacité des élèves? Ce que je veux dire par là, c'est qu'au lycée Henri IV, par exemple, où tous les élèves ont la capacité d'apprendre et l'envie de le faire surtout, un prof pour 50 élèves, c'est pas choquant. En revanche, dans d'autres lycées où personne n'a envie d'étudier, un prof pour 10 élèves, il en faudrait pas plus. Mais je crois que la capacité d'apprendre ne se définit pas en fonction des zones géographiques. Il y a des enfants qui ont envie d'apprendre dans les ZEP. Le problème, c'est qu'ils sont bloqués aussi par un certain nombre, une minorité, malgré tout, mais une minorité agissante et bruyante qui perturbe le cours. On parle aujourd'hui de l'accès aux grandes écoles qui pose problème. On dit qu'il faut des boursiers, il faut des quotas. Le problème, tout simplement, si déjà on a parvenait à enseigner dans de bonnes conditions dans ces ZEP, peut-être qu'on arriverait avec des élèves en meilleur état. Bien sûr, et déjà vous le rappelez, les bases ne sont même pas acquises par le problème, c'est ça, français, c'est le bac, la grammaire. Le bac est donné de plus en plus à n'importe qui. Vous parlez de correcteurs mis sous pression, et qu'en fait, donc tout le monde est content. Il y a un taux de réussite au bac qui est croissant chaque année, mais après, dans les études supérieures, c'est là où l'élève se retrouve seul et où il est conscient de ses lacunes.
Tout à fait, il s'agit de faire plaisir d'une part aux parents qui sont d'abord des électeurs et puis ensuite malgré tout c'est plus facile de casser le thermomètre, de distribuer le diplôme quelle que soit sa valeur et ensuite bien sûr on laisse les élèves se débrouiller dans l'enseignement supérieur parce que là ils sont grands, autonomes, majeurs et c'est là que les premières désillusions souvent arrivent. Philippe? Non, moi je voudrais donner le témoignage de quelqu'un qu'on ne consulte jamais quand on évoque les problèmes de l'éducation nationale, c'est-à-dire d'un ancien cancre. Hélas, qui a poursuivi ses études sans jamais les rattraper à une époque où on ne donnait pas, comme vous avez dit, le bac à n'importe qui, et je le déplore, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Je crois effectivement, pour être sérieux, que le métier de professeur est très difficile, puisque on part le matin enseigner et qu'on revient le soir enseignant, mais je pense qu'on n'évoque pas assez le métier de l'élève, qui est un métier difficile, hein, très difficile. Je peux vous dire que c'est un métier qui n'a jamais réussi à me séduire. Mais vous l'avez détesté, mais l'école, elle vous l'a bien rendu, parce que c'est là que vous avez découvert votre vocation d'humoriste. Parmi le bouquin, il y a 270 pages de critiques et 5 pages de propositions. Et qui sont, ça. et qui sont très, je veux dire, c'est très audacieux. Parmi les C'est la propositions, première fois que je concerne les parents et les élèves, vous dites il faut arrêter. Enfin, je la vulgarise, mais précisez là, il faut donner moins de pouvoir aux parents et aux élèves, un point c'est tout. Oui. Il faut que les profs et l'école reprennent son pouvoir. Il faut replacer chacun à sa place, c'est-à-dire que, comme je le dis dans mon livre, eh bien, aux uns l'éducation, qui leur revient, et la responsabilité de cette éducation, pour fournir à l'école eh bien, des enfants qui pourront apprendre dans de bonnes conditions, mais chacun son rôle. Et je crois qu'on a beaucoup mélangé les rôles depuis quelques années, quelques dizaines d'années, et c'est ça qui fausse véritablement le... Et chaque ministre, en plus, veut marquer son passage par une réforme qui enfonce un peu plus chaque fois le système éducatif. En tout cas, c'est bien qu'on n'ait plus le droit au coup de règle sur les doigts et au tirage d'oreilles. Mais c'est vrai, j'aimerais qu'on revienne, on a quelques minutes encore, parce que je trouve votre livre, et c'est la première fois que je lis un livre à la fois aussi, mais aussi clair sur les problèmes d'éducation et qui raconte vraiment bien ce qui se passe. Mais je trouve le livre est vraiment intelligent et avec des propositions concrètes, enfin, garantir la liberté pédagogique des professeurs. Ce qui est une chose essentielle. Qui est essentielle pour appliquer les méthodes les plus efficaces, notamment aussi l'évaluation, parce que maintenant, à force de plus évaluer rien... c'est surtout qu'on évalue un peu n'importe quoi, et c'est ce que j'explique dans mon livre. C'est-à-dire qu'au lieu d'évaluer des choses assez objectives, des savoirs, des savoir-faire, on évalue de plus en plus souvent le comportement de l'élève. C'est-à-dire c'est une forme de conditionnement. On attend de l'élève qu'il soit un bon petit apprenti citoyen, bien conditionné. On ne forme pas des esprits critiques. Redonner des heures aux disciplines fondamentales, favoriser l'apprentissage des fondamentaux, notamment le français, parce qu'il n'est plus maîtrisé. Voilà, notamment à l'école élémentaire. Au moins, on s'en rendait compte quand il y avait le service militaire, on faisait les 3 jours, on se rendait compte de l'analphabétisation. On s'en rend toujours compte, puisqu'il y a toujours la journée d'appel et de préparation à la défense. Et en plus de ça, il y a quelque chose qui est compliqué quand on est prof, c'est que si on a 30 élèves, je ne sais pas si c'est le bon chiffre, parfois c'est plus, parfois moins, au bout d'un moment, on fait forcément cours pour ceux qui suivent. Mais on fait plus court pour ceux qui suivent pas. Oui et non. C'est une évidence. Oui et non, parce qu'on a des classes extrêmement hétérogènes, et dans les ZEP en particulier, on vous demande en fait d'essayer de faire ce qu'on appelle la pédagogie différenciée, c'est-à-dire de s'adapter à tout le monde, ce qui est impossible. Ce serait possible en fait de s'adapter aux élèves si on avait, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut avoir 45 élèves extrêmement doués sans problème dans une classe, et puis de l'autre côté, il faut avoir par contre des structures à 10, 12, 15 élèves maximum. Mais ça, le système se refuse à le faire parce que les structures on nous dit tout simplement il ne faut pas classer les élèves, il ne faut pas étiqueter les élèves, donc on met tout le monde dans le même groupe, tout le monde dans le même fourreau, et ensuite les parents se sacrifient ou pour les mettre dans le privé, ou alors pour aller selon la carte scolaire dans les meilleurs établissements. Voilà, ça ne fait pas progresser les plus fragiles, puisqu'en fait ils sont quand même perdus dans le lot commun, et quant aux plus doués, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des milieux les plus favorisés, bien sûr, eh bien les parents se saignent en effet pour les mettre dans des établissements. Alors les établissements privés, il y en a différentes sortes, ils ne sont pas tous de très bonne qualité, mais surtout pour payer des cours particuliers, et ça engraisse évidemment un certain nombre d'officines de cours particuliers. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'établissements privés qui sont sous contrat avec l'État, qui sont des établissements pratiquement identiques aux établissements du public. Il ne faut pas se faire un paradis des établissements privés. Le privé sous contrat, il y a souvent plus d'audace pédagogique et de liberté pédagogique dans certains établissements privés ou confessionnaux qui sont tout à fait remarquables. Alors en tout cas, je renvoie à la lecture de votre livre, parce que c'est une
très bonne analyse de ce qui se passe, le mammouth qu'on voulait dégraisser. Eh bien, vous en parlez très bien. Autopsie du mammouth, l'éducation nationale respire-t-elle encore? C'est publié chez Jean-Claude Goswitz. Puisque vous dites mammouth très rapidement, c'est une allusion très claire à M. Allègre. Oui. Est-ce que c'était un bon ministre finalement, M. Allègre, de l'éducation nationale? C'est un ministre qui a révolutionné la profession, en un sens. En un sens. On se retrouve dans un instant avec Philippe Bouvard. À tout de suite pour la suite du Fou du Roi. Le Fou du Roi. Et oui, c'est la suite du Fou du Roi. Avec nous ce matin, Philippe Bouvard. Pour son livre « Je suis mort et alors, je suis mort et alors », publié chez Flammarion. Ça y est, votre angoisse de la mort a été quelque peu exorcisée. Osons le mot. En tout cas, le fait a été dédramatisé. Bon, vous me direz que j'évoque ce problème alors que je suis dans une santé satisfaisante, comme une éventualité encore lointaine alors que j'ai dépassé 80 ans. Mais le fait de ne plus trimballer en solitaire cette angoisse existentielle et de la partager joyeusement avec beaucoup de gens, l'a dédramatisé. Et c'est un peu une façon d'être immortel. Vous n'êtes pas à l'Académie française, mais c'est un peu une façon indirectement d'y entrer. Vous me voyez avec un bicorne et une épée? Ah oui, très bien. Très bien. Tout à fait. Ferraillé avec une épée. Vous continuerez à faire rire vos vos collègues. Il y a des copains à vous. Il y a des copains à vous à l'Académie française. À partir de quand vous avez commencé à y penser à la mort? Très tôt. C'est vrai. Très tôt. Et puis alors, avec une périodicité accrue au fur et à mesure que les années s'écoulaient. Et à partir de 60 ans, c'est devenu quotidien et ça me gâchait un peu le plaisir de la vie. Parce que chaque fois qu'il y avait des moments agréables, et Dieu merci, il y en avait beaucoup, je me disais, un jour, ça va s'arrêter. Eh ben non, il ne faut pas vivre comme ça. Je crois qu'il faut vivre en profitant du moment présent. Et je crois que je profite davantage de la vie aujourd'hui que je m'y suis résigné, parce que je sais que ça ne durera pas toujours. En tout cas, c'est ce qui fait le succès de ce livre, on retrouve l'humour réaliste que vous êtes d'une certaine manière. Avec nous, David Lowe, qui a tenu à être là le mardi. En même temps, il est là tous les mardis. Daniel Morin, dont on peut dire que la pastille Morin... La pastille est disponible. Sur Internet, voilà. Godéric, depuis c'est hier, Godéric, online. Oui, Godéric fait beaucoup pour lui. Qui est acteur. Avec nous, Charlotte Bouteloup, vous entendez sa douce voix, Alexis Trégaro, le père Albert Algou, Richard Lornac au piano, et il est l'heure de retrouver notre camarade aimé Didier Porte. Merci d'être venu au Fou du Roi ce matin, Philippe Bouvard, merci. On l'a encore constaté samedi soir dernier sur France 2. Avec vous, comme invité, on est certain de faire un carton à l'audimat. Quand je pense à la branlée qu'on est en train de mettre en ce moment à RTL, ça me fait chaud au cœur. Merci. Surtout là, maintenant, à presque midi 10, l'heure du fameux pic d'audience, celui qui est à l'origine de la profonde dépression dans laquelle se débat ce pauvre Jean-Marc Morandini depuis des années. Vous savez qu'il a dû engager 3 stagiaires non rémunérés supplémentaires, rien que pour le consoler. À nous deux, Philippe, on ratisse large, vous pouvez me croire. Moi, j'attire un public composé essentiellement d'intellectuels, de professeurs des universités, de latinistes, d'artistes, d'écrivains, de cadres supérieurs progressistes, de travailleurs sociaux à forte implication citoyenne, plus la totalité de l'ultra-gauche anarcho-autonome fromage de chèvriste. Auxquels vous pouvez ajouter les amis des animaux, les propriétaires de salons de coiffure visagistes, ainsi que le public de Franck Michael et de la tournée H tendre et tête de bois, qui constitue le socle incompressible de la clientèle de Stéphane, plus la poignée d'esthéticiennes diplômées, de délinquants sexuels et de secrétaires de direction anorgasmiques qui sont restés après la fin du papier de Daniel Morin. Et alors, avec vous, comme invité, Philippe, on récupère en plus les chauffeurs de taxi, les patrons de bistrot, les turfistes, les adhérents à la CGPME, les rescapés de la canicule domiciliés en région PACA, ainsi que tout le public de Johnny Hallyday et de Michel Sardou, et ça fait du monde. Quand je pense, Philippe Bouvard, que vos grosses têtes ont plus de 30 ans, ça me laisse rêveur. Vous avez compris, Stéphane? Encore 20 ans à tirer.
Vous les imaginez tous, dans 20 piges, à nouveau réunis autour de cette table, dans le studio Patrice Carmouze. Daniel Morin aura juste terminé de purger sa 3e condamnation pour proxénétisme aggravé et sera obligé de rester éloigné du micro à cause du larcène provoqué par son bracelet électronique. Alexis Trégaro aura enfin décroché son brevet des collèges, non sans avoir pompé sur son voisin, Arthur. David Lowe sera devenu conservateur du musée Gordon Brown à Oxford. Et vous, Stéphane, vous présenterez Vivement Dimanche avec la dépouille mortelle de Virgule posée sur le canapé du studio Éric Raoult. À votre gauche et à votre droite, votre ami Marc-Olivier Fogiel, que sa maladie de Parkinson, associée à la chute définitive de ses derniers implants, aura rendu incontournable dans le rôle de feu Jean-Pierre Coff. Bon, à part ça, je sais pas vous, Philippe, mais moi, j'aime plutôt bien ce que fait Thierry Ardisson à la télé. Il est pas con, passablement cultivé, ce qui n'est pas la qualité la plus répandue dans le métier. Je rappelle à cet égard que Benjamin Castaldi a remporté haut la main il y a quelques jours le grand questionnaire de culture générale organisé par TF1 à l'intention du gratin de la profession d'animateur TV. Vous conviendrez que ça fait froid dans le dos. Et on lui doit à Ardisson un certain nombre d'émissions plutôt gonflées et bien foutues. Pour autant, il n'est pas à l'abri de funestes fautes de goût. On en avait déjà eu un exemple il y a 15 jours avec ce débat assez pathétique, mais fort payant en termes d'audience, censé opposer une gamine de 20 ans bien flippée, emballée dans sa panoplie de maman taliban, au redoutable bretteur mondain Jean-François Copé, dont la dentition supérieure surdéveloppée lui a valu d'être surnommé l'arracheur de moquettes par ses collègues de l'UMP. Et samedi dernier, l'animateur de Salut les Terriens a récidivé en invitant sur son plateau, en même temps que Bernard Kouchner et Karl Zéro, un couple de jeunes SDF actuellement domiciliés dans une tente du côté de Saint-Mandé. Je vous fais son lancement. Et maintenant, nous accueillons Justine et Nicolas, les amoureux SDF du Bois de Vincennes. Applaudissements du public. Ouais! Vous avez respectivement 22 et 23 ans, vous êtes SDF, vous vivez dans les bois. A priori, ça va. Vous devez attendre avec une certaine impatience le réchauffement climatique, non? Ouais! Et là, que voit-on apparaître? Un petit couple de blondinés aux yeux bleus, tous les deux, mignons comme tout, avec une bonne bouille, tout frais, avec les joues bien roses. Le garçon avait juste un petit début de barbiche clairsemé, et la fille portait un chignon pour cacher ses cheveux sales, a-t-elle précisé, non sans coquetterie. C'est bien simple, il faisait plaisir à regarder. Hein, voilà ce que j'appelle du SDF télégénique, qui accroche bien la lumière. Faut le comprendre, Ardisson, quand tu es diffusé le samedi soir à l'heure du dîner, c'est quand même mieux d'inviter Justine et Nicolas que la grosse Lulu enroulée dans son sac poubelle et sa verrue géante avec un poil au bout du nez et ses 3 couches de bas de contention incrustées dans les mollets, accompagnée par Momo la picole avec son par-dessus imperméabilisé au dégueulis et la certitude de ne jamais manquer de champignons pour assaisonner ses omelettes avec ce qui lui pousse entre les orteils. Bon. Je vous passe le dialogue bon enfant entre Ardisson et ses 2 tourtereaux, sinon qu'il s'est terminé par un appel de l'animateur à la charité publique en leur faveur, assorti du commentaire suivant: « C'est pas possible que ça aille mal pour vous. Vous êtes trop beau, vous vous aimez trop, c'est pas possible. » Évidemment. Hein. Par contre, Momo su des pieds, sa grosse Lulu poilue du cul, eux, ils peuvent crever la gueule ouverte. Mais pas trop non plus parce que ça pue. Hein. Mais le pire, ça a été quand Ardisson a demandé à Justine si elle estimait être une victime et qu'elle lui a fait la réponse suivante: « Non, on ne se considère pas comme des victimes parce qu'on n'a pas fait les bons choix. Il faut qu'on s'accroche. Il n'y a que nous pour s'en vouloir. » Quand tu te fais des couilles en or en exhibant des miséreux devant les caméras, c'est le genre de petite musique déculpabilisante qui fait un bien fou à entendre avant de partir en week-end dans ton haras de Normandie. À demain. C'était Didier Porte. Alors, on a quand même autour de ce micro le rédacteur en chef de l'émission. Alexis, vous voulez répondre? Ouais, non, enfin, j'arrive pas à bien comprendre ton papier. Ce que tu reproches, est-ce que c'est le traitement ou c'est le simple fait de les avoir invités? C'est le simple fait de les avoir invités, et le choix surtout, cette espèce de casting de SDF qui est un peu indécent. Alors c'est pas un casting de SDF parce que ces 2 jeunes gens, enfin ce qu'on a essayé de montrer, mais manifestement d'après ton papier on l'a raté, c'est que c'est des SDF qui sont des travailleurs pauvres. C'est-à-dire que cette jeune femme travaille dans un supermarché, elle gagne 1 400 € par mois. Alors après c'est pour leurs raisons, ils préfèrent vivre sous une tente dans les bois que d'aller partir à la campagne où avec cette somme-là on pourrait peut-être vivre un petit peu mieux. Ils sont choisis, ils sont magnifiques. Non, ils sont pas choisis, Didier. Je peux te dire pourquoi, c'est tout simple. Ils étaient dans Paris Match au mois de décembre. Voilà, c'est un reportage qui a été fait sur eux. On s'est dit, tiens,
On va essayer de faire un plateau avec eux. On les a fait venir. J'ai trouvé le traitement, enfin, je suis peut-être pas très objectif, mais de Thierry plutôt. Enfin, il avait la bonne distance. On n'était pas dans la compassion. Il s'est même permis de faire 2-3 vannes un petit peu vaseuses, comme tu l'as précisé. Voilà, c'est un exemple. Ils ont 23 piges. Ils gagnent 1 400 € par mois et ils vivent sous une tente au bois de Vincennes. C'est ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Inviter des vieux un peu dégueulasses, un peu frappadingues, ce sera plus intéressant et plus révélateur. Ah bon, mais ça révélera quoi? Ça dira moins d'audience. Ça dira quoi à 20h. Ça dira quoi sur la société, ça? Ça dira la réalité. La réalité, c'est pas cela, je veux dire. Mais pourquoi c'est pas cela? C'est des mannequins, c'est des travailleurs pauvres. Mais c'est pas des mannequins, c'est des travailleurs pauvres, Didier. En tout cas, voilà. Nous retrouvons maintenant à nouveau le groupe Dum Dum pour une reprise d'une chanson de Boris Vian intitulée « Ne vous mariez pas les filles ». Vous savez que la veuve de Boris Vian est décédée dans la nuit de dimanche à lundi, Ursula Vian-Kubler. Une belle danseuse. Très belle danseuse. Oui. Et ils sont accompagnés par Richard Lornac au piano. Je l'ai cherché, voilà. C'est Félix Josserand qui est avec nous. J'en profite, je vous le dis maintenant, que la première de la pièce de Félix Josserand, Victoria, aura lieu ce soir à la Friche Belle de Mai à Marseille. Représentation prévue jusqu'au 30 janvier. On l'écoute maintenant accompagné par Richard Lornac. Avez-vous vu un homme tout nu sortir soudain de la salle de bain, déjà chauve et un peu ventru et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, de la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez pucelle chez votre papa. Devenez serveuse chez un bougnard, élevez des singes, élevez des chats, vendez des boîtes de chocolat. Prenez le voile ou le prenez pas, dansez à poil pour les gagas. Soyez radieuse, avenue du Bois, mais ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur son col, du flageolant dans la guibole? Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils vous torturent. Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia, changez d'amant 4 fois par mois, prenez la braise et gardez-la. À 50 ans, ça servira à vous payer des beaux petits gars. Rien dans la tête, tout dans les bras. La belle vie que ce sera si vous ne vous mariez pas. C'est compris ? Merci Félix. Merci à Dum Dum donc, et à Richard Lornac. Je vous rappelle une dernière fois le titre du nouvel album de Dum Dum, Le Professeur Félix, qui est sorti hier. Ils seront en concert demain soir aux 3 Boudets à Paris et le 18 février à Pantin. Toutes les informations sont évidemment sur leur site www.myspace.com/dumdumfélix ou sur le site du Fou du Roi sur franceinter.com. Nous sommes toujours avec Philippe Bouvard qui nous accompagne. Je suis mort. Et alors, il bouge encore. C'est pas dans le titre. Pendant la chanson, voilà. même, hein. C'est publié chez Flammarion et un moment de grâce le mardi. Et oui, je crois que vous l'aimez bien, Philippe. Voici notre moment surréaliste avec un Anglais qui a fait Oxford, comme quoi les études mènent à rien, parfois. Voici David Lowe. La musique anglaise, et en particulier la musique de Henry Purcell, est à l'honneur cette semaine à l'Opéra Comique ici à Paris. Plusieurs concerts sur la thématique anglaise y sont donnés, et surtout des représentations du semi-opéra de Purcell, The Fairy Queen, avec William Christie. Pas dans le rôle de la Fairy Queen, mais en tant que chef d'orchestre. Les 30 ans des arts florissants, on peut le rappeler, il reçoit son épée sous la coupole la semaine prochaine. Merci Stéphane. La mise en scène, à l'esprit typiquement anglais, est de Jonathan Kent. Oh, she's got a lovely country house in Kent. Oh, she's got a lovely country house in Kent. Oh, she's got a lovely cunt. Got a lovely cunt. Got a lovely country house in Kent.
Bien que très musical, l'Angleterre n'a produit que très peu de compositeurs majeurs. Le premier d'entre eux, celui qui influence le style musique anglaise, c'est justement Henry Purcell, né en 1659, mort 36 ans plus tard. Sa carrière fut cruellement tronquée par sa femme. Alors qu'il rentrait chez lui tard dans la nuit, fatigué de l'attendre de ses soirées tardives, sa femme, avant de se coucher, fermait la porte de la maison à clé, ainsi laissant l'emmerder toute la nuit dehors. Le froid s'empara de Purcell et le compositeur meurt peu de temps après, des suites d'une pneumonie. Il a fallu attendre 200 ans pour le compositeur de Benjamin Britten vienne de nouveau mettre en lumière la musique anglaise. Donc j'ai raconté l'histoire à ma femme dans la salle de bain, qui a répondu que Madame Purcell en avait sans doute marre des découchages de son mari. Et j'étais pris de sympathie pour ce pauvre Purcell. Nul ne peut comprendre l'effort surhumain d'un homme qui, pour créer à la maison, doit s'extirper mentalement des aléas de la vie domestique et quotidienne. M'identifiant avec le compositeur, j'essaie de débattre dans mon contexte familial du cas Purcell et des hommes mariés en général. Et pour illustrer son génie, j'ai voulu faire écouter à ma femme un morceau de sa musique. Ma femme écoute les premières mesures, puis dans l'urgence de terminer sa toilette, allume son sèche-cheveux. J'essaie de lui expliquer que perdre un artiste comme Purcell n'est pas réparable. Une œuvre d'art n'est pas comme une découverte scientifique. Comment? A répondu ma femme. J'ai continué. On sait très bien que si Darwin n'avait pas formulé la théorie d'évolution, quelqu'un d'autre l'aurait fait tôt ou tard. Mais si Mozart était mort sans avoir composé Così fan tutti, on n'aurait jamais eu Così fan tutti. Les cheveux. Qu'est-ce que tu dis? Répond ma femme. Donc c'était Alfred Deller chantant Music for a While de Henry Purcell, accompagné par William Christie au clavecin et ma femme aux sèche-cheveux. Et c'est drôle comme on a l'air con à la maison d'essayer d'intellectualiser quand le reste de votre entourage marche en mode pratique. Pauvre Purcell, knock, knock, knocking on heaven's door, littéralement. J'ai donc essayé une approche plus personnelle, espérant sensibiliser celle qui est ma source d'inspiration, mais qui rend la création parfois impossible. J'ai sorti ma trompette pour jouer un air de Purcell, dans l'espoir qu'elle prête un peu plus d'attention à mon discours et de la guider dans la découverte de la musique baroque britannique. Mais malheureusement, j'ai réveillé le bébé. J'ai même le droit à une petite remarque désobligeante de ma femme. Faut être con pour jouer de la trompette quand le bébé dort. Donc, pour endormir le bébé, tout en insistant avec mon compositeur, j'ai joué comme berceuse une adaptation d'une mélodie de Purcell tirée de The Fairy Queen sur un instrument japonais. Tu n'endors pas avec ça, Tu vas profiter de la vie. Ça n'a pas marché. J'ai fait une remarque un peu maladroite que le mariage est comme un parking longue durée. Il y a beaucoup d'opportunités pour se garer, mais en même temps, ça présente certains inconvénients. Ma femme a répondu du tac au tac, très succinctement. Puis ma femme me rappelle gentiment que c'était des Anglais qui ont inventé le Viagra, et ce n'était pas pour rien. Je voyais que j'avais le choix entre ma chronique ou le mariage. Contrairement à Purcell, qui a laissé sa peau, j'ai choisi la paix conjugale. J'ai donc abandonné la chronique là. C'était David Lowe. Enfin, il a eu le temps de faire des choses très bien, Purcell. Ah oui, très bien. Il a fait des choses merveilleuses, Henry Purcell. Vous n'êtes pas très musique, au fond, Philippe? Si, je suis musique classique. Ah oui. Oui, alors bon, je suis souvent seul. Hein. Bah, c'est le genre de choses qu'on n'a pas envie d'écouter non plus. Enfin, à part aller dans les
à l'opéra ou dans les salles de concert, mais c'est vrai qu'on peut l'écouter seul chez soi. Oui, quand on trouve le temps. Ça fait des années que je mets des disques de côté pour les réentendre, des livres pour les dévorer. Et puis, bon, il s'entasse. Je suis toujours dans l'action, le temps passe. La tectonique avec des copines. Et justement, est-ce que vous le petit cirque médiatique depuis maintenant assez longtemps, quelle principale évolution vous avez vue? On dit toujours, oui, aujourd'hui à la télé ou à la radio, le ton est plus libre, il y a plus d'impertinence, alors que vous faisiez déjà ça à la fin des années 70. Oui, non, mais attendez, on n'a rien inventé, comme je le disais l'autre soir à l'invitation de Stéphane. Il se trouve que quand on est arrivé, il n'y avait rien. Alors, il fallait bien faire quelque chose, hein. Et donc, on a fait ce qu'on avait envie de voir et d'entendre, de la même façon qu'on écrit les articles qu'on aurait envie de lire. Et puis, comme le public, on lui proposait pas autre chose, il nous a adoptés. Et puis voilà. Mais les évolutions, elles sont nombreuses quand même. Il y a une chose que je regrette un petit peu, parce que je suis pas méchant, même quand on me paye pour l'être, c'est que à l'agressivité superficielle que nous pratiquions, en nous efforçant d'égratigner sans jamais blesser, on est substitué, et ça le journaliste que je suis n'est pas très fier. On est substitué la volonté de nuire au désir d'informer. Voilà, ça me choque souvent. Et parce que ça devient grave, il y a des accusations qui laissent des traces durables, il y a des réputations, pas toujours justifiées, qu'on a mis des décennies à construire et qui s'effondrent en une soirée. Alors ça me fait pas de peine parce que les gens sont pas toujours sympathiques, c'est le fait que nous, les journalistes, ou certains d'entre nous, puissent se prendre, ce qui n'est pas leur vocation ni leur métier, pour des policiers ou des justiciers. C'est toujours plus facile de faire rire en étant méchant qu'en étant gentil, c'est toujours pareil. Oui. Malheureusement. C'était la blonde en même temps qui parlait. Non, mais c'est vrai, obligé de répondre. Mais non, mais regardez, dans les 3/4 des émissions, aujourd'hui, tout le monde égratigne tout le monde et c'est ça qui fait rire. Mais c'est beaucoup plus dur de faire rire en étant gentil. Je vais citer personne, mais... Cela dit, il y aura des sadiques au micro, tant qu'il y aura des masochistes pour venir se faire étriller. Hein. Oui. En tout cas, vous en avez mis quelques... Vous avez passé... Vous regardez le journal de 20h et vous préférez Laurence Ferrari, visiblement. Hein? C'est-à-dire que ça me rappelle des bons souvenirs. J'ai roulé en Ferrari longtemps. Alors, merci Philippe Bouvard. Je rappelle la sortie de votre livre « Je suis mort. Et alors ?» C'est publié chez Flammarion. Merci d'être venu dans cette émission. Autopsie du mammouth de Claire Mazeron. Vous trouvez les coordonnées sur notre site internet Le Fou du Roi sur franceinter.com.